Vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement des suspensions, les épures, transfert de charge, amortisseurs, prise de roulis et comment ça arrive dans nos automobiles? Eh bien, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. On attaque un gros morceau, la suspension du projet Hypercar. Alors, je ne vous parle pas de ça. Ça, c'est une suspension qui est constituée d'un amortisseur et d'un ressort. On appelle ça un combiné. Donc ici, on va parler de la suspension en général sur une voiture. Donc bras, triangle, amortisseur et cinématique. Et globalement, la liaison au sol. Et vu qu'on parle de liaison au sol, il y a un petit fabricant de pneus français qui a donné un petit coup de pouce sur le projet. Je vous raconte tout ça dans la vidéo. Le Doliprane ou les Ferralgan sont suggérés. Allez, c'est parti! Au départ, les suspensions, c'est pour le confort. À l'époque, les routes sont en terre, les roues, elles sont en bois ou en ferraille, il n'y a pas de pneus, quoi. Donc, les mecs ont vite compris que ça leur pétait le dos et le cul dès les premiers mètres de voiture. Et sans compter que le châssis devait bien prendre aussi dans la gueule. Alors, on a inventé la suspension. Il y a eu plein de systèmes différents, mais le plus connu reste celui des ressorts à lame. C'est un peu comme un réglet, en fait, c'est un bout de métal qui se déforme. D'ailleurs, c'est un système qui est toujours utilisé, surtout sur les gros véhicules comme les 4x4, les poids lourds et tous ces trucs-là. Sauf que voilà, début des années 1900, on voit l'apparition d'un nouveau système sur les suspensions qui vient compléter les ressorts. Les amortisseurs. Le souci du ressort, c'est qu'il rebondit. Oui, c'est bien pour absorber un choc sur une route, mais si après tu oscilles pendant 3 km, tu vas vite avoir l'envie de dégueuler. Donc on a mis au point un truc qui amortit et qui calme ces oscillations de ressort, un amortisseur. Les premiers amortisseurs installés sur les voitures des années 30 sont à friction. En gros, tu as deux matières qui frottent et ça freine et donc ça amortit. Bon, c'est un truc qui a vite été dégagé, car l'usure était très rapide et c'était pas un truc foufou, quoi. Voilà. C'est de la merde. On notera quand même que la 2 chevaux a persisté avec ce système presque jusqu'à la fin de sa production. On en vient ensuite au système actuel à huile ou à gaz. Le principe, il est simple, c'est comme une seringue. On a un cylindre et un piston. On fait des trous dans le piston. Plus les trous sont petits, plus l'amortisseur sera dur à comprimer ou à détendre. Et avec tout un système de clapets anti-retour, on peut avoir une taille de trou différente pour les compressions et les détentes. Et enfin, on peut même avoir des réglages sur des amortisseurs, voire même des amortisseurs pilotés à distance qui s'adaptent au temps réel. Le futur, quoi. Vous l'aurez compris, tout ça, c'est pour le confort, mais les voitures sont allées de plus en plus vite et le confort a été mis à pied égal avec la performance. Après, ça dépend bien sûr de la voiture et de son utilisation. Parlons performance maintenant. On fait une hypercar, on fait pas une calèche. On parle de ressorts, d'amortisseurs, ça c'est vraiment la base, mais il n'y a pas que ça. On a les barres anti-roulis, les épures et tous ces trucs-là. Mais comment fonctionne tout ça et pourquoi c'est important sur une voiture? Je t'explique. Sur une bagnole, on a une grosse notion qui s'appelle le transfert de charge. Et ce truc-là est ultra important et c'est un des trucs à gérer en pilotage. Exemple simple, tu as une voiture d'une tonne avec une répartition des masses de 60% sur l'arrière. Donc on a 600 kg sur les roues arrière et 400 kg sur les roues avant. Quand cette voiture va accélérer, la charge va se déplacer sur les roues arrière. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus cette répartition de 60% sur l'arrière. On aura, je sais pas moi, 70-80. Donc l'avant va être délesté. Il va se détendre et c'est pour ça que la voiture va cabrer un peu et l'avant va se lever. Et bien c'est ça un transfert de charge. On a pris le cas de l'accélération, mais ça marche aussi avec le freinage. Donc à l'inverse, les roues avant sont chargées, donc les roues elles vont vraiment être comprimées, compressées, alors que les roues arrière, elles vont être délestées. Et bien entendu, ça fonctionne aussi dans les virages. Les roues extérieures du virage seront plus chargées que les roues intérieures. Et tous ces transferts de charge provoquent des mouvements de caisse. Comme ça, c'est le roulis, comme ça, c'est le tangage. Et ça, c'est le pompage. Sur une route parfaite, donc sans bosse, sans dénivelé, bref, plane le truc, vraiment c'est un billard. On pourra d'une part durcir à fond les ressorts et amortisseurs pour limiter justement le roulis et le tangage, donc tout ce qui est mouvement de caisse. Et c'est pour ça que les voitures de piste, comme les Formule 1, les DTM, tous ces trucs-là, elles ont des suspensions ultra dures, voire pas de suspension du tout, comme les kartings par exemple.
Mais si on commence à avoir une piste avec des défauts, des bosses, des dénivelés, etc., dans ce cas-là, la voiture, elle va sautiller, donc pour le dos, c'est pas ouf, et puis pour la performance, c'est encore pire. Pourquoi c'est pire? Forcément, vu que ça sautille, on va perdre un max d'adhérence au niveau du pneu. Donc la solution, c'est d'assouplir les suspensions, et ça peut aller jusqu'à l'extrême si le terrain est vraiment particulier. Donc voilà, durci, c'est bien pour pas avoir de mouvement de caisse et tout, mais si tu as des petites imperfections sur la route, il faut ramollir un peu les suspensions, sinon tu vas perdre de l'adhérence. Et le mot magique en sport automobile, c'est le compromis. Donc dans tous les cas, l'hypercar, il nous faut du ferme pour limiter les mouvements de caisse, mais pas trop, parce que sinon on perd de l'adhérence. Et dans n'importe quel cas, on a une suspension qui travaille, et donc on ne peut pas éviter le méchant roulis et le méchant tangage, mais on peut les contrôler. J'espère que j'explique bien, parce que c'est pas simple. D'ailleurs, en parlant de ça, j'en profite pour vous remercier de regarder ces vidéos. Elles sont ultra techniques en ce moment. Elles portent sur de la pure théorie. Il n'y a rien de physique, rien de réel. Tout est sur l'ordi. Et pourtant, vous êtes ultra nombreux à les suivre. Donc, merci beaucoup. Un petit pouce en l'air quand même. Le rat. Donc pour résumer cette première partie, on a des transferts de charge en accélération, en freinage et en virage. On a une suspension qui travaille pour assurer le confort et l'adhérence sur la route. Et tout ça provoque du roulis et du tangage, donc des mouvements de caisse. Et ces deux derniers trucs, on n'en veut pas trop. Ou du moins, on aimerait les contrôler. Pourquoi donc? Eh bien parce qu'en agissant sur ça, on agit directement sur la performance du châssis. Pour contrôler tout ça, on peut céder bien sûr de la dureté des amortisseurs, on l'a vu un peu plus haut. On ne parle pas de ressort ici, on parle encore une fois de juste l'amortisseur. Un amortisseur qui est dur va rendre le mouvement de suspension plus lent et donc un mouvement de caisse plus doux. Inversement, avec un amortisseur souple qui rendra les mouvements bien plus rapides. Gérer cette rapidité de mouvement de caisse est bon pour le ressenti du pilote à bord de la voiture. C'est une question de feeling aussi. Mais bon, si le feeling il est tout pourri, en fait, tu seras pas performant avec la voiture. C'est du feeling, mais c'est aussi de la perf. En sport automobile, c'est ultra important que le pilote soit en confort et qu'il puisse savoir comment la voiture se comporte. Mais tout cela ne suffit pas. Alors on a inventé la barre anti-roulis qui sert, comme son nom l'indique, à réduire la prise de roulis de la voiture. Le roulis c'est ça, pour rappel. Donc ça intervient surtout dans les virages. Le principe il est simple, les deux suspensions d'un même train sont reliées par une barre plus ou moins flexible. Si une des deux roues du train est comprimée, la barre va agir sur l'autre suspension. Plus la barre est dure et donc rigide, moins les suspensions seront indépendantes. Bien entendu, c'est un gros bazar à mettre au point puisque les 4 suspensions d'une voiture fonctionnent en harmonie et c'est ce qui définit en partie votre balance mécanique sur la voiture. En gros, si votre bagnole sera plus ou moins joueuse, plus ou moins sous ou survireuse. C'est vraiment primordial comme truc. Sur la GT40, on avait très largement expérimenté la chose et toute la subtilité du bon comportement du châssis et toute la subtilité du bon comportement du châssis s'est jouée sur la dureté des barres anti-roulis avant et arrière. On cherche à handicaper plus ou moins un train par rapport à l'autre pour donner plus ou moins de sous-virage par exemple. Et si vous n'avez pas vu la série au pôle recherche et développement chez Michelin avec la GT40, je vous la conseille. Elle met en pratique tout ce qu'on voit dans cette vidéo. Et Michelin, on en parle, c'est le petit fabricant de pneus que je vous ai introduit en début de vidéo. Ils étaient là pour la GT40, eh bien ils sont là aussi pour m'aider dans la mise au point des épures de suspension cinématiques de l'hypercar. Ouais, on pouvait pas avoir mieux les gars là. Là ça va être bijou là. Et ouais, la collaboration de l'an dernier avec la GT40 est bel et bien terminée, mais on a gardé contact avec les ingénieurs comme Gilles ou Franck et ils m'ont aidé sur leur temps perso dans l'élaboration des épures de suspension de l'hypercar. C'est la grande classe. Et tout ça en plus de leur boulot normal, donc vraiment, faut leur mettre un gros merci en commentaire. Moi je leur dis merci encore une fois, vraiment c'est trop cool les gars. Les épures de suspension, encore un terme à développer. Les mouvements de la suspension, grosso modo lorsque la roue monte et elle descend, résultent des épures de suspension. Une roue, ça ne reste pas perpendiculaire à la route. Elle prend de l'angle, ici du carrossage, mais ça peut aussi être du pincement. Dans le cas du carrossage, le fait de prendre du carrossage, ça optimise l'adhérence du pneu sur la piste. Et c'est donc nécessaire pour assurer les performances, le confort et surtout aussi la sécurité. Et cet angle de carrossage, il est provoqué par les épures de suspension. Les épures de suspension, c'est vraiment de la géométrie mathématique. Ici, on voit les mesures des suspensions de la GT40 chez Michelin sur leur banc KNC, Kinetic and Cinematic. En fait, on vient actionner les suspensions dans tous les sens et on mesure
le mouvement de la roue avec les capteurs pour voir si elle prend du carrossage ou pas, si elle prend du pincement ou de l'ouverture, bref, tous ces trucs-là. Et on le fait pour du pompage et de la prise de roulis et tous ces trucs-là, quoi. Pour toutes les situations. Sur l'hypercar, on va anticiper ce mouvement de roue et surtout le déterminer grâce à l'élaboration des épures. Si vous voulez, on va savoir d'avance ce que vont donner les capteurs de ce fameux banc KNC avant même de mettre la voiture sur ce banc de KNC. On va faire tout ça anticipé avec des calculs et des épures justement. Alors c'est un petit peu compliqué, je vais essayer de vous faire un exemple concret pour que vous ayez vraiment une idée de l'impact des épures. On prend le cas d'une suspension à double triangulation avec les triangles inférieurs et supérieurs, ce qui est utilisé sur les voitures de course en général. Si on se met de face et qu'on met les deux triangles identiques, notre roue va rester perpendiculaire à la roue lors du pompage, donc ça a priori c'est pas grave, mais en prise de roulis, elle prend du carrossage positif. Et je vous rappelle que le roulis, ça se passe à chaque virage. Pas de bol, c'est là où on a besoin d'une adhérence optimale. Et là, comme vous le voyez sur le dessin, on a clairement pas du tout toute la surface du pneu qui est en contact avec la route. La solution ici, c'est de réduire la longueur du triangle supérieur, et là, magique. Cette fois-ci, on a bien notre carrossage négatif en prise de roulis, et donc on a un pneu qui offre toute son adhérence pendant l'appui en virage. Et en pompage, on a quand même un pneu qui reste pas trop mal, quoi. Et bien cet exemple qu'on vient de voir là, et bien c'est ça les épures. Enfin ça c'en est une, et en fait une voiture il y en a plusieurs, il y a plein de tracés géométriques qui vont déterminer des angles à la roue, qu'ils soient sur du carrossage comme on vient de le voir, ou sur du parallélisme. C'est aussi déterminer les angles de la direction, les tours volants pour braquer, le couple volant pour pas faire souffrir les bras du pilote. Bref, c'est toute une science et c'est pas évident, et encore là, on n'a pas pris en compte l'élasticité, c'est-à-dire la flexibilité du châssis et les cils en bloc. Calmez-vous. À l'époque, j'avais déjà expérimenté les épures de suspension sur le projet GT40, bien sûr, on fait pas ça à la zob. En fait, les épures, elles sont pas très compliquées à tracer ni à comprendre. Je veux dire, c'est vraiment de la géométrie niveau collège. Par contre, c'est précis. On n'est pas au degré, mais au dixième de degré. Et l'influence, elle est énorme sur une voiture. Et le plus dur dans tout ça, c'est de savoir ce qu'on fait. On parlait de carrossage, mais de prise de roulis tout à l'heure, mais combien de degrés concrètement il faut de carrossage? Pour combien aussi de degrés de roulis? Et pour combien de jets latéraux, combien il nous manque des données d'entrée. Et ces données d'entrée, elles s'obtiennent en partie par des calculs, mais aussi et surtout par l'expérience et les tests en conditions ou en simulation. Et en plus de ça, c'est subjectif, c'est un jugement au pilotage, c'est un bordel le truc. Sur la GT40, j'ai fait des épures, je me suis inspiré de plusieurs géométries qui existaient sur des voitures. Évidemment, j'ai pas pris des Twingo, faut pas déconner, et j'ai fait un truc qui devrait marcher avec une expérience de l'observation, quoi, tout simplement, avec des photos que j'ai trouvées. Bon, le résultat, effectivement, ça marche pas trop mal, on l'a vu chez Michelin, c'est pas du tout catastrophique, c'est même plutôt bien. C'est pas parfait, et souvenez-vous, la GT40, elle a une direction qui est lourde, c'est un des points noirs de ma voiture, même si ça, on peut quand même la piloter, mais voilà, c'est pas assisté, quoi. Ce problème-là aurait pu être évité grâce à des épures de suspension avec des données que j'aurais pu optimiser, quoi. Juste que, à l'époque, j'avais pas assez d'expérience à ce niveau-là. Aujourd'hui, j'ai déjà plus d'expérience grâce à la GT40 et à tout ce que j'ai appris entre temps, et j'ai surtout celle des gars qui bossent sur le sujet chez Michelin. Et c'est notamment l'équipe de chez Simix, les mêmes qui m'ont fait la mise au point de la GT40 et qui m'aident là-dessus aujourd'hui. En gros, ils vont m'aider à déterminer les points de pivot de tous les triangles de suspension et des biellettes de direction. Si on schématise, un triangle de suspension, c'est un triangle. Donc tu as 3 points. Et c'est la position de ces 3 points dans l'espace 3D qui est nécessaire, et c'est ça que Michelin va me fournir ici, des coordonnées de points. Un tableau Excel, le truc, quoi. Alors comment on a fait pour se synchroniser et déterminer tout ça? Déjà, il faut préparer une 3D. La monocoque, elle est là. Les roues, elles sont ici, ça change pas, c'est pas négociable. Ensuite, on va mettre une crémaillère, elle va être à peu près ici. Les amortisseurs, on va les mettre par là. Le moteur et la boîte, ils sont à peu près ici. On fait un positionnement de tous ces composants dans l'espace, là où ils devraient être. En fait, poser les éléments comme ça à la zob, ça va nous permettre d'avoir notre encombrement. Parce que si Michelin, il me file des points et des triangles qui tapent dans la monocoque, ou d'autres trucs, ou dans les amortisseurs, ou dans que sais-je, ça va pas le faire. Donc il faut leur donner un espace de travail, et donc c'est pour ça que je leur prépare une 3D avec les éléments qui sont déjà là, et qu'il faut éviter de toucher avec les triangles et tous les éléments de suspension. Sinon, ça va beaucoup moins marcher. Autre chose à fournir à Michelin, c'est tout simplement le cahier des charges de la voiture. On veut pas un bus, on veut pas un 4x4, on veut pas une camionnette,
On veut une caisse de sport à haute performance. Donc il faut leur renseigner quelques infos que j'ai déterminées. Certaines, beaucoup, sont des estimations, mais bon, c'est comme ça, faut bien commencer par quelque chose. Donc empattement, largeur de voie, dimension des pneus, répartition des masses de la voiture, la garde au sol que je veux. Ensuite, c'est beaucoup d'échanges avec les gars de Michelin, notamment sur les contraintes techniques, mécaniques, voir si rien ne touche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Côté Michelin, ils font des essais, ils testent en simulation, et au fil du temps, ils me passent des premières versions sur ma 3D. Donc en gros, comme je vous l'ai dit, Michelin, il me file un tableau avec des coordonnées de chaque point, et une fois mis sur ma 3D, ça donne ça. Alors on a fait du ping-pong plusieurs fois, ils m'ont envoyé plusieurs versions, parce qu'on a eu des retouches à faire, surtout au niveau des encombrements, parce que il y avait des points, comme je vous l'ai dit, qui touchaient d'autres éléments, donc il fallait modifier, sauf que si tu modifies un point, ça peut potentiellement tout dézinguer ton épure de suspension, et on parle même de train avant et arrière, donc si tu fais une modification sur l'arrière, potentiellement, tout le reste des points va changer. Et on arrive à une version qui passe bien et qui gêne personne. Tout le monde est content. Les mecs de Michelin, moi aussi. Un truc magique quand même qu'il faut souligner, cette voiture, elle n'a jamais roulé, elle est même pas construite, mais on connaît déjà son comportement sur la piste grâce au simulateur chez Michelin. Et ça, c'est complètement ouf, Et oui, et puis, de toute façon, le pilotage, c'est du feeling, ça se mesure pas, ça se teste, ça se ressent. Franck, le pilote essayeur Michelin, il a testé la voiture, ainsi que l'équipe qui a travaillé sur le projet. D'ailleurs, l'équipe, big up à vous, merci beaucoup. Si vous vous souvenez bien, la CAO, elle ressemble à ça. Donc on a la monocoque au centre et on a même l'habitacle. Bref, tout est fait, sauf les berceaux avant et arrière de la voiture. Et en fait, avant de faire ces berceaux, j'attendais justement les points de suspension de Michelin pour pouvoir construire autour. Et je pouvais pas avancer sans ça. Sinon, ça aurait fait plein de modifications et j'aurais perdu du temps. Ça servait à rien. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire l'habitacle à l'époque. Donc voilà, tout ce travail pour un squelette de châssis qui ressemble à ça. Mais croyez-moi, c'est une folie. Ça n'y paraît pas. Ça ne paraît pas, Le sujet, il est ultra complexe. J'espère que vous êtes arrivés à suivre et que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo. Alors, j'ai pas pu aller plus loin, sinon on en a encore pour 3 heures, et puis je perds tout le monde, donc c'est pas le but. Mais c'est aussi pour des raisons de secret industriel, et oui, surtout que cette étude a été faite avec l'aide des gens de chez Michelin, donc l'expertise Michelin, donc voilà quoi. D'ailleurs, il faut mesurer quand même le poids de cette phrase. L'Hypercar, elle va avoir un châssis de marteau avant même d'avoir fait les premiers tours de piste. Ça va être une dinguerie, donc merci infiniment aux personnes qui ont travaillé sur le projet. Merci Michelin C-Mix. Avant de passer à l'instant T, je vous rappelle que vous trouverez en description la boutique pour les t-shirts Fox et Propre comme celui-ci. Ça vous permet de soutenir le projet et merci à vous. N'oubliez pas que les quantités sont en limité. L'instant T, le moment où je vous dis l'avancement du projet à l'instant présent. La CAO du train avant est terminée à 95%. Il me manque juste les porte-moyeux à dessiner. Ça va être des pièces taillées masse avec de l'aluminium type aéro. Ça va être pépite. Oh, ça va être beau ce genre de pièces. Le berceau arrière, il avance vraiment bien. C'est un gros bébé celui-là parce qu'il y a tout le groupe motopropulseur. Et après 2 mois passés dessus, je suis bien à 85%. Globalement, la CAO, elle est pratiquement terminée. C'est fou, j'arrive pas à y croire. Je suis trop content. Ça a vraiment une gueule d'enfer. J'essaie d'aller dans le plus de détails possible, vraiment. C'est assez beau et je pense que les prochaines vidéos vont vraiment traiter sur les berceaux. Donc je pense que vous allez kiffer parce qu'on va voir vraiment la forme du châssis. C'est de la belle mécanique globalement. J'ai aussi un énorme projet à vous présenter qui arrive en début d'année 2024 parce que l'Hypercar, c'est pas que des pièces à acheter, des pièces détachées. C'est aussi des moyens de fabrication indispensables, de nouvelles machines, un lieu. Ça taffe sévère. J'ai trop hâte de commencer la fabrication. Si vous ne voulez pas manquer ça, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Tchou!